8 avril 1943. 8200 mètres au-dessus de Comines, France. Le masque à oxygène ne pouvait dissimuler le sourire narquois de l'Oberleutnant Rolf Hermichen, alors qu'il observait les silhouettes disgracieuses gravissant laborieusement vers sa formation à travers la verrière cristalline de son Focke-Wulf 190 A5. L'as vétéran du Jagdgeschwader 26, âgé de 26 ans, étudiait les chasseurs américains faisant leurs débuts au combat au-dessus de l'Europe occupée. « Les Américains nous ont envoyé des bouteilles de lait volantes », transmit-il à son ailier, incapable de réprimer son rire à la vue des énormes Republic P-47 Thunderbolt luttant pour prendre de l'altitude. En dessous d'eux, 16 P-47C Thunderbolt du 4e groupe de chasse grimpaient lourdement en formation serrée, leur moteur Pratt & Whitney R2800 double Wasp de 2000 chevaux peinant contre leur poids de 7 tonnes. Pour les pilotes allemands habitués aux Spitfire élégants et aux chasseurs soviétiques agiles, ces machines américaines corpulentes semblaient presque comiques. Des fuselages en forme de tonneaux surmontés de verrières en serre, des ailes qui semblaient trop petites pour leur corps massif, des hélices qui éclipsaient tout ce que possédait la Luftwaffe. Ce qu'Hermichen ne savait pas, ce qu'aucun des pilotes allemands tournoyant comme des loups au-dessus ne pouvait imaginer, c'est qu'ils assistaient à l'arrivée de l'arme qui allait systématiquement détruire l'arme de chasse de la Luftwaffe. En moins de 18 mois, ces bouteilles de lait volantes se transformeraient d'objets de dérision en instruments de terreur, leurs 8 mitrailleuses Browning de calibre 50 devenant le son le plus redouté dans les cieux allemands. Les mathématiques de la destruction étaient déjà chargées dans ces ailes larges. 3400 cartouches de munitions, un taux de feu combiné de 6000 coups par minute, une puissance de feu concentrée suffisante pour couper un Messerschmitt en deux en moins de 2 secondes. La transformation commença ce matin d'avril, lorsque le major Donald Blakesley, commandant le 335e Fighter Squadron, repéra la formation allemande se positionnant pour attaquer. Le vétéran de l'Eagle Squadron, qui avait été transféré des Spitfire de la RAF quelques semaines plus tôt, comprenait ce que ces hommes ne savaient pas encore, que la survie dans le P-47 exigeait d'abandonner tout ce qu'ils pensaient savoir sur le combat aérien. Le Thunderbolt représentait une rupture radicale avec la philosophie conventionnelle de conception des chasseurs. Alors que les Allemands avaient poursuivi des intercepteurs légers optimisés pour la montée et la manœuvrabilité, Republic Aviation avait créé quelque chose de sans précédent. Un mastodonte de haute altitude qui utilisait la masse, la puissance et la puissance de feu pour redéfinir les règles de la guerre aérienne. Parmi les 56 pilotes américains dispersés dans le ciel français ce matin-là, se trouvaient des hommes qui deviendraient des légendes, de futurs as dont les noms inspireraient la peur dans les cœurs de la Luftwaffe. Mais le 8 avril 1943, ils étaient des novices dans une machine non testée, faisant face à la force de chasse la plus expérimentée au monde. Les Allemands combattaient continuellement depuis 1939 avec des vétérans de la Pologne, de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie. Les Américains étaient au combat depuis exactement 0 jour. Cette histoire raconte comment la logique industrielle vainquit le génie tactique, comment la quantité et la qualité fusionnèrent en une supériorité écrasante, et comment le rire des pilotes allemands se transforma en terreur lorsqu'ils découvrirent ce que des mitrailleuses Browning synchronisées pouvaient se faire à un avion à 400 mètres. Le Republic P-47 Thunderbolt était né d'une panique de juin 1940. Alors que les chasseurs allemands balayaient la France, Alexander Kartveli, le concepteur en chef géorgien de Republic Aviation, reçut des spécifications urgentes de l'US Army Air Corps. Il voulait un intercepteur de haute altitude capable de rivaliser avec les meilleurs de la Luftwaffe. Ce que Kartveli conçut à la place fut un monstre qui redéfinit le possible. Ce sera un dinosaure, admit Kartveli à son équipe de conception. Mais ce sera un dinosaure avec de bonnes proportions.
Le prototype XP-47B, qui vola pour la première fois le 6 mai 1941, choqua tous ceux qui le virent. Avec un poids à vide de 4490 kg, il pesait 65% de plus que son prédécesseur, le P-43 lancé. Le système massif de turbo-suralimentation, avec sa tuyauterie complexe traversant le fuselage arrière, lui donnait une apparence presque enceinte. Les pilotes d'essai, l'approchant pour la première fois, posaient invariablement la même question. Cette chose vole vraiment? Non seulement il volait, mais il volait comme rien d'autre à haute altitude. Le moteur radial Pratt & Whitney R2800 double Wasp, un 18 cylindres produisant 2000 chevaux, pouvait maintenir une puissance maximale à 8200 mètres, altitude à laquelle les chasseurs allemands haletaient pour de l'air. Le turbo-suralimenteur alimenté par les gaz d'échappement délivrait des performances au niveau de la mer, dans la stratosphère, où l'air était trop raréfié pour les suralimentateurs conventionnels. Le major Hubert Hub Zemke, commandant le 56e Fighter Group s'entraînant à Bridgeport, Connecticut, méprisa initialement l'appareil. Son unité perdit 18 pilotes et 41 avions dans des accidents d'entraînement entre septembre 1942 et janvier 1943. Le P-47 tua plus d'Américains à l'entraînement que d'Allemands dans les premiers mois de combat. Il faisait des tonneaux à l'atterrissage, des roulis de couple au décollage, et piquait avec un tel enthousiasme que les pilotes découvrirent la compressibilité, leur commande gelant lorsque des ondes de choc se formaient sur les ailes. Mais ceux qui le maîtrisaient découvrirent quelque chose d'extraordinaire. Le lieutenant Robert Johnson, un garçon de ferme de l'Oklahoma qui deviendrait l'un des principaux as américains avec 27 victoires, décrivit son premier vol. C'était comme s'attacher à une locomotive. La puissance était incroyable. Vous ne le pilotiez pas, vous le pointiez. Les premières rencontres au combat en avril et mai 1943 confirmèrent tous les préjugés allemands. Les P-47 ne pouvaient pas virer avec les Focke-Wulf 190, ne pouvaient pas monter avec les Messerschmitt 109, ne pouvaient pas égaler leur maniabilité agile à moyenne altitude. Les pilotes de la Luftwaffe développèrent rapidement des tactiques pour exploiter ces faiblesses, attaquant par en dessous où les lourds Thunderbolt peinaient, forçant des combats tournoyants où l'agilité importait plus que la puissance de feu. L'Hauptmann Joseph Pepys Priller, officier commandant du Jagdgeschwader 26, rapporta au quartier général après sa première rencontre « Le nouveau chasseur américain est de la viande pour l'abattoir. Il vole comme un camion, tourne comme un train de marchandises et monte comme une vache enceinte. Nos garçons les appellent « Indianer », des cibles grasses prétendant être des guerriers. Les statistiques semblaient confirmer la confiance allemande. Durant leurs premiers mois d'opération, les groupes de chasse américains perdirent 14 Thunderbolt pour seulement 3 victoires allemandes confirmées. La RAF, observant depuis ses escadrons de Spitfire, suggéra discrètement que les Américains pourraient reconsidérer leur choix de monture. Les pilotes britanniques plaisantaient que la meilleure manœuvre d'évasion dans un P-47 était de se détacher et de courir autour du cockpit spacieux. Mais quelque chose d'étrange se produisait lors de ces premières rencontres que le renseignement allemand ne remarqua pas. Les P-47 qui étaient abattus avaient absorbé des punitions incroyables avant de tomber. Un appareil revint d'une mission du 4 mai avec 21 impacts de canon et plus de 100 impacts de mitrailleuses, des dommages qui auraient désintégré un Messerschmitt ou un Spitfire. L'énorme moteur radial, dépourvu de système de refroidissement vulnérable, haussait les épaules face à des impacts qui auraient arrêté net un chasseur à refroidissement liquide. Plus significativement, lorsque les P-47 parvenaient à pointer leurs armes sur la cible, les résultats étaient catastrophiques. La batterie d'armes des Thunderbolt créait une zone de convergence de destruction que les pilotes allemands n'avaient jamais connue. Contrairement aux armes de calibre fusil des chasseurs du début de la guerre ou aux canons avec des munitions limitées,
Le chasseur américain pouvait maintenir un feu soutenu pendant plus de 30 secondes, une éternité en combat aérien. L'événement, qui commença à changer les perceptions allemandes, se produisit le 26 juin 1943 au-dessus de Laval, France. Il impliquait le sous-lieutenant Robert S. Johnson du 61e Fighter Squadron et une rencontre qui deviendrait légendaire des deux côtés du conflit. La formation de Johnson de 48 P-47 revenait d'une mission d'escorte lorsqu'elle fut surprise par 16 Focke-Wulf 190 du Jagdgeschwader, 26 menés par l'Hauptmann Wilhelm Ferdinand Wutz Galland, frère cadet du célèbre Adolf Galland. Les Allemands exécutèrent une attaque parfaite, piquant depuis le soleil avec un avantage de vitesse écrasant. Le Thunderbolt de Johnson, volant à l'arrière de la formation, fut pris dans le feu croisé de multiples attaquants, subissant des dommages catastrophiques dans les premières secondes du combat. 2 obus de 20 mm explosèrent sur son appareil. La verrière vola en éclats, du fluide hydraulique gicla dans le cockpit, le capot moteur fut arraché et un feu éclata derrière le tableau de bord. Johnson, blessé au nez et à la jambe par des éclats d'obus et de balles, tenta de s'éjecter, mais découvrit que la verrière était coincée. Un obus de 20 mm avait explosé dans le rail de la verrière, le soudant fermé. Il était piégé dans un avion mourant à 8200 mètres. Ce qui se produisit ensuite défia toutes les hypothèses sur la tolérance aux dommages au combat. Malgré l'absence de visibilité vers l'avant à travers le pare-brise couvert d'huile, un moteur à peine fonctionnel qui tremblait violemment et des commandes qui ne répondaient que par intermittence, Johnson parvint à stabiliser l'appareil et à le pointer vers l'Angleterre. Le P-47 continua de voler avec des dommages qui auraient réduit tout autre chasseur à l'état de débris tombant. Puis, ce fut pire. Un Focke-Wulf 190 solitaire piloté par un pilote inconnu du 2e escadron du JG-26 découvrit le Thunderbolt estropié se traînant vers la Manche à moins de 260 km/h. Des recherches historiques n'ont jamais identifié de manière définitive ce pilote, bien que plusieurs noms aient été proposés sur la base des rapports de combat allemands de ce jour. Ce qui suivit fut l'une des rencontres les plus extraordinaires de l'histoire de la guerre aérienne. Le pilote allemand se positionna derrière le P-47 de Johnson et ouvrit le feu avec ses 4 canons de 20 mm et ses 2 mitrailleuses de 13 mm. Johnson, incapable d'éviter, ne pouvait que se blottir derrière sa plaque de blindage et prier. Le Thunderbolt absorba la totalité de la charge de munitions des canons. Puis, l'Allemand se repositionna et tira à nouveau, cette fois avec seulement ses mitrailleuses. Les munitions des canons épuisées, le pilote allemand se plaça à côté, fixant avec incrédulité l'épave volante. Johnson pouvait voir son visage clairement, jeune, blond, son expression passant de la confiance à la confusion, puis à quelque chose approchant la peur. L'Allemand se repositionna et vida ses munitions de mitrailleuses restantes dans le Thunderbolt. Pourtant, il volait toujours. Il se remit à côté, secoua la tête avec une apparente stupéfaction, fit un salut informel et s'écarta, probablement à court de munitions. Le P-47 de Johnson atterrit à Manston, avec son moteur lâchant sur la piste. Le chef mécanicien arrêta de compter les impacts de balles après en avoir atteint 200. Un obus de canon avait explosé à quelques centimètres de la tête de Johnson. Un autre avait détonné contre la plaque de blindage derrière son siège. Le moteur avait pris des impacts directs. Les câbles de commande étaient partiellement sectionnés. 3 des 4 longerons principaux, l'épine dorsale structurelle du fuselage, étaient transpercés. Pourtant, l'appareil l'avait ramené à la maison. La survie de l'appareil de Johnson envoya des ondes de choc à travers les 2 forces aériennes. Les ingénieurs américains étudiant l'épave réalisèrent qu'ils avaient sous-estimé leur propre création. Le renseignement allemand, recevant les rapports de combat de la 2e section du JG-26, refusa initialement d'y croire. Aucun avion ne pouvait absorber autant de punitions, mais le témoignage de multiples pilotes confirma l'impossible. Le Thunderbolt avait encaissé tout ce que le meilleur chasseur de la Luftwaffe pouvait délivrer et avait survécu. Dès juillet 1943, les pilotes américains apprenaient à exploiter les véritables forces du P-47.
Le lieutenant-colonel Hubert Zemke, commandant du 56e Fighter Group, avait découvert le secret par essais et erreurs brutaux. Ne tournez pas avec eux, ne montez pas avec eux à basse altitude. Utilisez votre poids, utilisez votre puissance, utilisez vos canons. Le poids massif du Thunderbolt, initialement vu comme un désavantage, devint une arme. En piqué, rien ne pouvait le rattraper. De 9100 mètres, un P-47 pouvait atteindre 885 km/h, plus vite qu'aucun chasseur allemand ne pouvait atteindre, même en piqué vertical. Cette vitesse pouvait être convertie en altitude dans une montée en zoom qui laissait les chasseurs poursuivants impuissants derrière. Le capitaine Walter Bud Maurin, qui deviendrait l'un des premiers as américains en Europe, développa ce qui devint connu sous le nom de tactique du boom and zoom, bien que les pilotes l'appelaient le tir aux dindes du Thunderbolt. Au lieu de s'engager dans des combats tournoyants traditionnels, les formations de P-47 montaient à 9100 mètres, plus haut que les chasseurs allemands ne pouvaient opérer efficacement. Lorsque les chasseurs de la Luftwaffe apparaissaient en dessous, les Thunderbolts faisaient un tonneau inversé et piquaient, atteignant des vitesses qui rendaient le tir en déviation impossible pour les Allemands défendants. Au fond de ces piquets, les lourdes mitrailleuses américaines parlaient. Les pilotes allemands qui survécurent le décrivirent comme faire face à un mur de plomb. La puissance de feu combinée créait une zone impénétrable de destruction. Les avions pris dans ce motif de convergence ne tombaient pas simplement, ils se désintégraient. La véritable révélation de la puissance de feu américaine vint lors du double raid du 17 août 1943 sur Schweinfurt et Regensburg, la pénétration la plus profonde en Allemagne tentée à cette date. Cette mission démontrerait à la fois les limitations du P-47, son rayon d'action même avec des réservoirs largables, et son efficacité terrifiante lorsqu'il était employé correctement. Le major David Schilling, menant le 62e Fighter Squadron, rencontra une formation d'avions de destruction Messerschmitt 110, se positionnant pour attaquer des B-17 avec leur armement lourd de canons et de roquettes. Les chasseurs bimoteurs allemands, lourdement armés mais moins manœuvrables, étaient les tueurs de bombardiers spécialisés de la Luftwaffe. La patrouille de 4 Thunderbolt de Schilling s'inclina dans leur piquet d'attaque depuis 8500 mètres. L'unterofficier Heinrich Roth, un mitrailleur dans l'un des Bf-110 qui survécut, raconta plus tard lors d'un interrogatoire « Les chasseurs américains descendirent comme des marteaux du ciel. J'ouvris le feu à 800 mètres. Bons impacts. Je les vis frapper l'aile du chasseur. Le P-47 ne vacilla même pas. Puis il tira. L'avion devant nous se désintégra simplement. Pas abattu, détruit. Les ailes se séparant du fuselage, la queue sectionnée, le compartiment de l'équipage réduit en confetti de métal. En 2 secondes, un Bf-110 devint rien. 8 Messerschmitt 110 et 210 furent détruits en moins d'1 minute. Les pilotes allemands n'avaient jamais connu une puissance de feu aussi concentrée. Chaque P-47 emportait 425 cartouches par canon, 3400 cartouches au total, pesant près de 400 kg. À la distance de convergence, typiquement fixée à 275 mètres, les trajectoires balistiques des 8 canons s'entrecroisaient dans une zone d'environ 1,80 m de diamètre. Tout ce qui se trouvait dans cette zone faisait face à 100 projectiles de 12,7 mm par seconde, chacun voyageant à 880 mètres par seconde. Les munitions elles-mêmes étaient une révélation de la capacité industrielle américaine. Alors que les chasseurs allemands luttaient avec des munitions de canon limitées, typiquement 120 à 200 obus pour une arme de 20 mm, les pilotes américains pouvaient maintenir le feu pendant plus d'une demi-minute. La charge de combat standard mélangeait des munitions incendiaires perforantes, des munitions traçantes incendiaires perforantes et des balles standards dans des motifs conçus à la fois pour détruire et enflammer. Le lieutenant-colonel Francis Gaby Gabreski, qui deviendrait le principal as américain en Europe avec 28 victoires, décrivit les faits. Quand vous les frappez avec les 8, ils ne tombent pas simplement, ils explosent. J'ai vu un 109 littéralement coupé en deux, la queue tombant d'un côté, le nez et les ailes de l'autre. Le pilote n'a jamais su ce qui l'avait frappé.
Dès septembre 1943, la Luftwaffe découvrait une autre réalité horrifiante concernant le P-47. Ses performances s'amélioraient dramatiquement avec l'altitude, tandis que les chasseurs allemands souffraient. Le moteur turbo-suralimenté double Wasp maintenait sa puissance nominale jusqu'à 9100 mètres. Les chasseurs allemands dépendant de suralimentateurs mécaniques à 1 ou 2 étages voyaient leur performance se dégrader significativement au-dessus de 7600 mètres. L'Oberleutnant Hans Philipp, l'un des as allemands les plus réussis avec 206 victoires, rencontra cette réalité de manière fatale le 8 octobre 1943. Menant le Jagdgeschwader 1 contre une formation de B-17 à 8500 mètres au-dessus de Brême, Philipp trouva son Focke-Wulf 190, à 6 lents et peu réactif dans l'air raréfié. Le moteur BMW 801, puissant à moyenne altitude, haletait pour de l'oxygène près de 9,5 km au-dessus de la Terre. Lorsque des P-47 du 56e Fighter Group piquèrent sur sa formation depuis 9750 mètres, les chasseurs allemands étaient des canards assis. Robert Johnson, maintenant un pilote de combat expérimenté en route vers le statut d'AS, volait à 9450 mètres lorsqu'il repéra le Focke-Wulf distinctif de Philipp avec son art de nez élaboré. Le rapport de combat de Johnson fut clinique. Ouverture du feu à 275 mètres, déviation de 30 degrés. Impact observé sur tout le fuselage. Appareil ennemi a explosé. Aucun parachute observé. La mort de Philipp envoya des ondes de choc à travers la Luftwaffe. Si l'un de leurs meilleurs, un homme qui avait survécu à plus de 500 missions de combat sur les fronts de l'Est et de l'Ouest, ne pouvait pas survivre face au Thunderbolt, quelle chance avaient les pilotes moyens? Le haut commandement allemand ordonna une enquête immédiate sur les capacités du P-47. Le rapport livré au Reichsmarschall Hermann Göring en novembre 1943 était sobre. Le plafond opérationnel du Thunderbolt dépassait 12 800 mètres, plus haut qu'aucun chasseur allemand ne pouvait atteindre. Sa vitesse en piqué approchait la barrière du son. Son blindage incluait une plaque d'acier de 10 mm derrière le pilote, un pare-brise en verre pare-balles de 13 mm et des plaques de déviation blindées autour du moteur. Plus inquiétant encore, sa construction robuste lui permettait d'absorber des dommages qui auraient détruit 3 chasseurs conventionnels et de rentrer quand même à la maison. En janvier 1944, une nouvelle variante du P-47 commença à arriver en Angleterre qui achèverait la transformation de risée en cauchemar. Le P-47D-22 comportait une hélice hydraulique Hamilton Standard à pales en forme de pagaie de 4 mètres de diamètre avec des pales à cordes larges qui mordaient dans l'air comme de massives rames. L'amélioration du taux de montée fut immédiate et dramatique. Là où les premiers Thunderbolt montaient à un taux anémique de 670 mètres par minute au niveau de la mer, les variantes à pales en pagaie pouvaient atteindre 910 mètres par minute, égalant ou dépassant les chasseurs allemands à la plupart des altitudes. L'énorme hélice améliorait également l'accélération, permettant au P-47 d'accumuler de l'énergie plus rapidement en vol horizontal. L'Hauptmann Heinz Knocke, du Jagdgeschwader 11, un vétéran avec plus de 200 missions de combat, rencontra les nouvelles variantes en février 1944 lors d'une interception de bombardiers près de Hanovre. Il écrivit dans son journal de combat « Les gros chasseurs américains ont appris à monter. Nous avons surpris une formation près de Hanovre, attendant notre avantage habituel. Ils se tournèrent vers nous et montèrent avec nous. Quand nous essayâmes de rompre le combat, ils nous suivirent jusqu'à 9100 mètres. Schmidt fut attrapé et soufflé en morceaux. Rien de plus que de la fumée et des fragments. Ce ne sont pas les mêmes machines dont nous rions l'année dernière. L'hélice à pales en pagaie fit plus qu'améliorer les performances. Elle changea le son du Thunderbolt. Le rugissement tonitruant distinctif créé par les pointes de pales atteignant des vitesses supersoniques pouvait être entendu à des kilomètres. Les troupes au sol allemandes rapportèrent de pouvoir identifier les P-47 approchant au son seul. Un grondement profond et menaçant qui signifiait la mort venue d'en haut.
Ils commencèrent à l'appeler Donnerschlag, coup de tonnerre. Dès mars 1944, les P-47 équipés de réservoirs de carburant externes pouvaient escorter les bombardiers profondément en Allemagne. La configuration standard emportait 2 réservoirs d'ailes de 410 litres ou un réservoir ventral de 280 litres, étendant le rayon d'action à plus de 1600 km. Avec l'hélice à pales en pagaie, fournissant des performances améliorées même lorsqu'elle était chargée, les Thunderbolt pouvaient combattre à armes égales immédiatement après avoir largué les réservoirs. La réponse de la Luftwaffe fut de se concentrer sur les bombardiers, espérant infliger suffisamment de pertes pour arrêter la campagne diurne américaine. Mais cela nécessitait de traverser l'écran d'escorte des P-47, une proposition de plus en plus suicidaire. Les pilotes allemands développèrent un respect contraint qui frisait la peur pour les gros chasseurs américains. Le major Günther Rall, l'un des principaux as allemands avec 275 victoires, principalement sur le front de l'Est, survécut à une rencontre avec des P-47 le 6 mars 1944, qui le laissa grièvement blessé. Il se rappela plus tard dans une interview d'après-guerre « Nous les vîmes au-dessus de nous, des silhouettes grasses contre le soleil. Quelqu'un rit et dit « Voici les cochons volants ». Personne ne riait 30 secondes plus tard. Ils descendirent comme une avalanche, plus vite que nous ne pouvions réagir. La première passe détruisit 3 de nos chasseurs, simplement disparus, transformés en débris enflammés. Leurs canons ne tiraient pas par rafales comme les nôtres. Ils déversaient des flots solides de feu. Se faire prendre dans ce flot signifiait une mort instantanée. Les missions d'escorte révélèrent un autre avantage du P-47, l'endurance. Alors que les chasseurs allemands opéraient à des régimes de puissance maximale qui consommaient rapidement du carburant, les gros radios américains pouvaient le croiser efficacement à haute altitude. Les Thunderbolt pouvaient rester avec les bombardiers pendant des heures, faisant tourner la couverture supérieure tout en conservant suffisamment de carburant pour le combat et le retour. Alors que de plus en plus de P-51 Mustang arrivaient pour reprendre les missions d'escorte à long rayon d'action au printemps 1944, les unités de P-47 se concentrèrent de plus en plus sur l'attaque au sol, un rôle qui les rendrait les avions les plus redoutés de l'arsenal allemand. La transition commença sérieusement en avril 1944, alors que les Alliés se préparaient à l'invasion de la France. La batterie de mitrailleuses lourdes des Thunderbolt s'avéra tout aussi efficace contre les cibles au sol. Les munitions incendiaires perforantes standard pouvaient pénétrer le blindage supérieur de la plupart des véhicules allemands, tandis que le simple volume de feu pouvait détruire des cibles molles en quelques secondes. Une rafale de 2 secondes plaçait 160 projectiles de 12,7 mm dans une zone cible de la taille d'un camion. Mais c'est l'ajout de bombes et de roquettes qui transforma le P-47 en un véritable monstre multirôle. La variante D-25 pouvait emporter 2 bombes de 450 kg sous les ailes et une de 230 kg sous le fuselage, une charge de bombes égale au bombardier moyen du début de la guerre. Les variantes ultérieures ajoutèrent des supports de roquettes à longueur nulle pour 10 roquettes HVAR de 127 mm, chacune équivalente à un obus d'artillerie de 105 mm. L'oberste Hans von Lück, commandant le 125e Panzergrenadier Régiment durant la campagne de Normandie, expérimenta les attaques au sol des P-47 de première main. Ils arrivaient bas, si bas que vous pouviez voir les visages des pilotes. Le son était terrifiant, les moteurs rugissant, les roquettes hurlant. Puis le marteau de ces mitrailleuses lourdes. Une colonne de nos camions cessa simplement d'exister. 20 véhicules transformés en épaves enflammées en une seule passe. L'effet psychologique sur les hommes était dévastateur. Ils les appelaient « Jabos », chasseurs-bombardiers. Mais c'était quelque chose au-delà de cela. C'était de l'artillerie volante avec la précision de tireurs d'élite.
Le 6 juin 1944, la Luftwaffe découvrit à quel point la balance du pouvoir avait basculé. Plus de 500 P-47 fournirent une couverture aérienne pour l'invasion, créant un parapluie impénétrable au-dessus des plages. Les chasseurs allemands essayant d'atteindre les zones de débarquement furent massacrés. L'Oberleutnant Wolfgang Fischer du Jagdgeschwader II, l'un des 3 seuls pilotes allemands à atteindre les plages ce jour-là, rapporta « Le ciel appartenait aux Américains. Des Thunderbolts étaient empilés du niveau de la mer à 9100 mètres. Nous essayâmes de percer à l'aube. 12 chasseurs de notre groupe. Je fus le seul à revenir. Les P-47 attendaient à chaque altitude. Vous ne pouviez pas monter au-dessus d'eux, ne pouviez pas piquer en dessous. Leurs canons transformèrent nos chasseurs en pluie d'aluminium. Dans les semaines suivant le jour J, les P-47 détruisirent systématiquement les mouvements allemands en plein jour. Les statistiques étaient stupéfiantes. En juin seul, les Thunderbolts de la 9e Air Force revendiquèrent 651 locomotives, 3847 camions, 512 chars et véhicules blindés et 4553 véhicules tractés par chevaux détruits. La Wehrmacht fut forcée de ne se déplacer que la nuit, entravant sévèrement sa capacité à répondre aux avancées alliées. Les Allemands essayèrent tout pour contrer la menace du Thunderbolt. Ils renforcèrent le blindage des véhicules, déployèrent plus de canons anti-aériens, développèrent de nouvelles techniques de camouflage. Rien ne fonctionna. La combinaison de vitesse, de blindage et de puissance de feu des P-47 les rendait presque impossibles à arrêter. Même les redoutés canons de 88 mm anti-aériens luttaient pour suivre les chasseurs rapides à basse altitude. Alors qu'ils dévastaient l'Europe, le P-47 prouvait simultanément sa valeur dans le théâtre du Pacifique. Le 348 Fighter Group opérant depuis la Nouvelle-Guinée découvrit que les qualités du Thunderbolt étaient parfaitement adaptées aux vastes distances et conditions difficiles de la guerre du Pacifique. Le colonel Neil Kirby, commandant le 348e, développa des tactiques spécifiques pour le Pacifique. Le 11 octobre 1943, Kirby mena 4 P-47 contre 40 appareils japonais au-dessus de Wewak, abattant 6 avions ennemis lui-même lors d'une seule mission, lui valant la Medal of Honor. Les Japonais, habitués à combattre des chasseurs américains agiles mais fragiles, n'étaient pas préparés à la combinaison de puissance de feu et de durabilité du P-47. L'as japonais Saburo Sakai, qui rencontra des P-47 au-dessus de la Nouvelle-Guinée, écrivit plus tard « Nous les appelions des monstres. Nos canons de 20 mm, qui pouvaient détruire un P-40 avec quelques impacts, semblaient n'avoir aucun effet. Je plaçais des douzaines d'obus dans un Thunderbolt et le regardais s'envoler. Leurs tirs de retour étaient terrifiants. Des flots de balles lourdes qui déchiraient les avions. Le P-47N, développé spécifiquement pour le Pacifique, comportait une capacité de carburant accrue avec des ailes mouillées contenant 350 litres chacune, étendant le rayon d'action à 3780 km. Cette variante escorterait les B-29 jusqu'au Japon, prouvant que le chasseur à courte portée de 1943 avait évolué en une véritable arme à long rayon d'action. Peut-être que la justification ultime de l'évolution du P-47 vint de ses rencontres avec les chasseurs à réaction allemands. Le Messerschmitt, Me 262 avec sa vitesse maximale de 870 km/h, aurait dû être intouchable par les chasseurs à hélice. Mais les pilotes de Thunderbolt découvrirent qu'ils pouvaient attraper les jets dans 2 situations, pendant le décollage et l'atterrissage, lorsque les jets étaient plus vulnérables, et dans des piquets à haute vitesse depuis l'altitude. Le 27 novembre 1944, le lieutenant-colonel John C. Babe, meilleur du 352 Fighter Group, devint l'un des premiers pilotes à abattre un Me 262 avec un P-47. Piquant depuis 8500 mètres, le Thunderbolt de Meyer atteignit des vitesses approchant les 800 km/h,
assez rapide pour rattraper le jet en vol horizontal. Le pilote du jet, confiant dans son avantage de vitesse, ne vit jamais le P-47 piquant jusqu'à ce que les canons de Meyer ouvrent le feu à 400 mètres. Le rapport de combat de Meyer nota: l'appareil ennemi se désintégra sous le feu. De gros morceaux, incluant les 2 moteurs, se séparèrent du fuselage. Le pilote ne s'échappa pas. Le feu concentré de 8 canons de calibre 50 s'avéra plus efficace que nous ne l'anticipions contre les avions à réaction. Début 1945, des variantes spécialisées de P-47M furent déployées spécifiquement pour contrer les jets allemands et les bombes volantes. V1. Avec l'injection au méthanol boostant la puissance à 2800 chevaux et une aérodynamique raffinée, ces Thunderbolt ultimes pouvaient atteindre 755 km/h en vol horizontal à 9100 mètres, assez rapide pour intercepter même les jets sous certaines conditions. Le major George Bostwick, commandant le 63e Fighter Squadron équipé de P-47M, abattit 2 Me-262 en mars 1945. Son rapport tactique soulignait la puissance de feu sur la vitesse. Les jets sont plus rapides, mais ils ne peuvent pas tourner et ils ne peuvent pas encaisser la punition. Une bonne rafale de notre batterie et ils se désintègrent comme s'ils étaient faits de papier. Ils doivent ralentir pour attaquer les bombardiers. C'est là que nous les attrapons. La démonstration ultime de la puissance industrielle américaine vint lors de l'opération Bodenplatte, la tentative désespérée de la Luftwaffe de détruire la puissance aérienne alliée le 1er janvier 1945. Près de 900 chasseurs allemands, incluant leurs meilleurs pilotes restants, lancèrent des attaques surprises sur les aérodromes alliés à travers la Belgique et les Pays-Bas. À l'aérodrome Igacht 34 près de Metz, base des P-47 du 365e Fighter Group, l'attaque réussit initialement. Les chasseurs allemands détruisirent 22 Thunderbolt au sol, ainsi que plusieurs autres avions. Un pilote allemand capturé amené au poste de commandement pointa les avions en flammes et railla « Qu'en pensez-vous » La réponse du major George Brooking devint légendaire à travers la 9e Air Force. Il pointa la ligne de vol où les équipes au sol poussaient déjà les avions endommagés de côté et préparaient les aires de stationnement pour les remplacements. « D'ici demain, nous en aurons 40 nouveaux. Combien de temps vous faudra-t-il pour remplacer vos pilotes ?» Le sourire narquois du pilote allemand disparut. En moins de 48 heures, des P-47D-40 tout neufs de l'usine remplirent la ligne de vol, transportés depuis les dépôts en Angleterre. La Luftwaffe perdit 271 avions et 213 pilotes lors de Bodenplatte, incluant de nombreux instructeurs et chefs d'escadron irremplaçables. Ces pertes, ils ne pourraient jamais les remplacer. Les Américains perdirent 134 avions au total, à travers tous les aérodromes attaqués, tous remplacés en une semaine. Les chiffres racontaient l'histoire de la défaite inévitable. Republic Aviation produisit 15 683 P-47 durant la guerre, plus qu'aucun autre chasseur américain. Au pic de production, l'usine de Farmingdale sur Long Island terminait un Thunderbolt toutes les heures, 24 heures sur 24. L'usine d'Evansville dans l'Indiana, construite sur des terres agricoles vides en 1942, produisait 500 avions par mois d'ici 1944. Chaque P-47D nécessitait 65 000 pièces individuelles, 13 km de câblage électrique, 900 kg d'aluminium et 135 kg de caoutchouc. Le moteur seul contenait 2400 composants individuels, usinés à des tolérances de millièmes de millimètre. Pourtant, les travailleurs américains, beaucoup d'entre eux des femmes qui n'avaient jamais vu un avion avant Pearl Harbor, assemblaient ces machines complexes avec une précision qui dépassait les standards en temps de paix. La production de munitions était tout aussi stupéfiante. Chaque sortie de P-47 nécessitait 3400 cartouches de munitions de calibre 50 avec des centaines de Thunderbolt volant des missions quotidiennes. La consommation de munitions dépassait 10 millions de cartouches par mois d'ici mi-1944. L'arsenal de Lake City dans le Missouri,
l'une des plusieurs usines de munitions, produisait 30 millions de cartouches par mois. Chaque cartouche était manufacturée à des tolérances mesurées en 10 millièmes de millimètre, assurant une alimentation fiable à travers les mécanismes de canon synchronisés. La consommation de carburant était énorme. Chaque Thunderbolt brûlait 380 litres par heure en vol normal, jusqu'à 1140 litres en combat, avec l'injection d'eau engagée. La 9e Air Force seule consommait plus de 95 millions de litres de carburant d'aviation mensuellement d'ici fin 1944. Tout cela était expédié à travers l'Atlantique dans des pétroliers qui étaient eux-mêmes des produits de la production de masse américaine. Encore plus impressionnante que la production d'avions était la formation des pilotes. D'ici 1944, les États-Unis diplômaient 30 000 pilotes annuellement de la formation avancée, plus que l'Allemagne n'en avait formé durant toute la guerre. Chaque pilote de P-47 recevait un minimum de 400 heures de formation en vol avant d'entrer au combat, incluant 100 heures dans des chasseurs avancés. Les pilotes allemands, en contraste, entraient au combat avec moins de 100 heures de temps total à la fin de la guerre. La qualité se voyait au combat. Les pilotes américains arrivaient en Europe formés au vol en formation, à la navigation aux instruments, au tir et aux tactiques. Ils s'étaient entraînés contre des avions allemands capturés, comprenant les capacités et limitations de leur ennemi. Ils connaissaient les systèmes de leur avion intimement, ayant étudié des manuels techniques que les pilotes allemands ne recevaient jamais. Le sous-lieutenant Eugene Roberts, arrivant en Angleterre en septembre 1944, illustra l'avantage de la formation américaine. J'avais 420 heures dans mon carnet de vol, incluant 75 heures dans le P-47. J'avais tiré sur des cibles remorquées, pratiqué le tir en déviation, étudié des films de caméras de canon de combat réels. Ma première mission, je savais exactement quoi faire. Le pilote allemand que je confrontais n'avait pas pu avoir la moitié de mon expérience. Ce n'était même pas un combat équitable. En mars 1945, l'Oberstleutnant Joseph Priller, le même pilote qui avait raillé les P-47 comme des vaches enceintes 2 ans plus tôt, fut interviewé par des officiels de la propagande allemande cherchant à booster le moral. Sa déclaration, jugée trop démoralisante pour publication, révéla la transformation complète des attitudes allemandes. Le Thunderbolt est le meilleur chasseur-bombardier jamais construit. Sa puissance de feu est sans précédent. Des armes qui ne s'enrayent jamais, ne surchauffent jamais, ne manquent jamais de munitions en combat normal. Il transporte des bombes comme un bombardier moyen, tire des roquettes comme de l'artillerie et combat comme un chasseur quand nécessaire. Mais au-delà de la machine est ce qu'elle représente. Une production américaine illimitée. Ils en perdent 10, ils en construisent 20. Nous en perdons un. Il est parti pour toujours. Leurs pilotes arrivent mieux entraînés que nos instructeurs. Ils ont du carburant pour l'entraînement, des munitions pour la pratique, des pièces détachées pour tout. Nous n'avons rien mais du courage. Et le courage sans ressources n'est qu'une défaite retardée. Nous avons ri d'eux en 1943. Nous ne rions plus maintenant. Quand vous entendez ces canons, vous savez que la mort est venue appeler. Le son nous hante, mécanique, précis, imparable. Comme tout ce qui est américain, il s'agit d'une supériorité matérielle écrasante. Ils ne nous ont pas battus par de meilleures tactiques ou des pilotes plus braves. Ils nous ont enterrés sous une avalanche d'acier et de plomb. D'avril 1945, la Luftwaffe existait largement sur le papier. Les pénuries de carburant clouaient la plupart des avions au sol. Les pilotes expérimentés étaient morts ou capturés. Les aérodromes étaient des ruines criblées de cratères. Mais même avec des avions et du carburant, les pilotes allemands faisaient face à une équation impossible. Attaquer signifiait affronter des formations de P-47 qui possédaient chaque altitude du niveau du sol à 12 000 mètres. Le Feldwebel Klaus Breithofer, l'un des derniers pilotes allemands formés en 1945, vola exactement une mission de combat avant la fin de la guerre. Sa rencontre avec des P-47 au-dessus de Leipzig dura 12 secondes. Je les vis piquant d'en haut, 4 Thunderbolts en formation parfaite. J'essayais de virer, mais ils étaient trop rapides. Le leader tira depuis 500 mètres.
Mon avion trembla, comme s'il était frappé par des masses. Le moteur explosa, l'aile se sépara. Je m'échappais à peine. En parachute, je les regardais détruire toute mon unité. 6 chasseurs disparus en moins d'1 minute. Le ciel pleuvait de l'aluminium enflammé et des corps. L'impact psychologique était complet. Les pilotes allemands développèrent ce que les officiers médicaux appelèrent la fièvre Jabot, des symptômes physiques de stress apparaissant lorsque des Thunderbolts étaient signalés dans la région. Des vétérans qui avaient affronté des Spitfire et des Hurricanes sans peur devenaient physiquement malades avant les missions contre les P-47. Le tonnerre distinctif des Thunderbolts approchant causait la panique parmi les troupes au sol qui savaient que la survie signifiait trouver un abri immédiatement. Les statistiques finales des opérations de P-47 défiaient la compréhension. En Europe, 3752 avions allemands détruits en combat aérien, 3315 avions détruits au sol, 86 000 wagons de chemin de fer détruits, 9 000 locomotives détruites, 6 000 véhicules de combat blindés détruits, 68 000 camions détruits, 60 000 véhicules tractés par chevaux détruits. Dans le Pacifique, 697 avions japonais détruits en combat aérien, 150 avions détruits au sol, 1500 véhicules détruits, 150 locomotives détruites, d'innombrables péniches, navires et installations. La 9e Air Force seule, principalement équipée de P-47, vola 213 873 sorties de combat, largua 120 000 tonnes de bombes, tira 135 millions de cartouches de munitions et lança 60 000 roquettes. Les unités de Thunderbolt atteignirent un ratio de victoire de 4,6 pour 1 en combat aérien, tout en maintenant le taux de perte le plus bas de tous les chasseurs bombardiers alliés. Derrière ces chiffres se trouvait le coût humain. La Luftwaffe perdit approximativement 28 000 pilotes tués au combat contre les forces alliées occidentales. Beaucoup tombèrent sous le feu concentré des mitrailleuses lourdes américaines. Chaque perte représentait des années de formation que l'Allemagne ne pourrait jamais remplacer. À la fin de la guerre, le pilote de chasse allemand moyen avait moins de 30 heures d'expérience de combat. Le pilote de P-47 moyen en avait plus de 200. Au centre d'interrogation de la Luftwaffe à Oberursel, les pilotes alliés capturés étaient interrogés par le renseignement allemand. Les archives capturées en 1945 révélèrent les évaluations allemandes des avions alliés. Le dossier sur le P-47, mis à jour continuellement à travers la guerre, montra le renversement complet d'opinion. Avril 1943, grand chasseur non manœuvrable, inférieur aux types allemands dans tous les paramètres de performance, excepté la vitesse en piqué. Armement de mitrailleuses insuffisant contre les chasseurs armés de canons. Évaluation, menace minimale. Décembre 1943, performance exceptionnelle à haute altitude, résistance structurelle extrême, puissance de feu de plus en plus problématique. Les pilotes montrent des tactiques améliorées. Évaluation, menace significative au-dessus de 7600 mètres. Juin 1944, chasseur bombardier dominant, supérieur à tous les types allemands au-dessus de 6100 mètres. Puissance de feu dévastatrice contre tous les types de cibles. Résistance structurelle rend l'abattage extrêmement difficile. Évaluation. Menace critique à toutes les altitudes. Mars 1945. Meilleur chasseur bombardier de la guerre. Combinaison de puissance de feu, durabilité et performance inégalée. Qualité des pilotes exceptionnelle. Évaluation. Insurvivable en engagement direct. En 1985, lors d'une réunion de pilotes de chasse allemands et américains à Phoenix, Arizona, d'anciens adversaires se rencontrèrent en paix. Le général-lieutenant Adolf Galland, ancien chef de l'arme de chasse de la Luftwaffe, fut interrogé sur le P-47. Sa réponse, enregistrée sur vidéo, captura la transformation complète. « Nous avons fait une terrible erreur en 1943. Nous avons vu ce gros chasseur lourd et nous avons ri. Les Américains ne comprennent pas le combat aérien, avons-nous dit. Ils ont construit un bombardier et l'ont appelé un chasseur.
C'est nous qui ne comprenions pas. Les Américains n'ont pas essayé de construire un chasseur européen. Ils ont construit un chasseur américain conçu autour de la production, de la puissance de feu et de la survie. Ils comprenaient que dans une guerre d'attrition, l'avion qui pouvait prendre la punition et délivrer une puissance de feu dévastatrice gagnerait. Ils avaient raison. La première fois que j'ai piloté un P-47 capturé après la guerre, j'ai tout compris. La puissance était incroyable. Il montait comme s'il tombait vers le haut. Le cockpit était confortable. La visibilité excellente. Les commandes précises. C'était un avion de pilote enveloppé dans du blindage. Mais ce qui m'a vraiment impressionné, c'est de réaliser que l'Amérique a construit plus de 15 000 de ces machines complexes tout en menant une guerre sur 2 océans. Chacun nécessitait un moteur plus complexe que tout ce que l'Allemagne produisait. Pourtant, ils les construisaient plus vite que nous ne pouvions construire des chasseurs simples. C'est à ce moment que j'ai su que nous n'avions jamais eu aucune chance. Ces canons, nous les appelions le piano de Roosevelt à cause du son qu'ils produisaient. Une fois que vous aviez entendu ce son, vous ne l'oubliez jamais. Beaucoup de mes amis l'ont entendu pour la dernière fois. Le P-47 n'a pas simplement vaincu la Luftwaffe, il l'a détruite. La conception du P-47 représentait parfaitement la philosophie industrielle américaine. L'ingénierie de la force brute soutenue par des ressources illimitées. Chaque composant était surdimensionné, surpuissant et suringénieré. Les longerons d'ailes pouvaient supporter 18 000 kg, 3 fois le poids chargé de l'avion. Le support moteur pouvait résister à des forces de 12 G. Les câbles de commande étaient doublés partout avec des systèmes de secours automatiques. Le système d'alimentation en munitions seules était une merveille d'ingénierie. 8 boîtes de munitions séparées, chacune contenant 425 cartouches, alimentées par des moteurs d'assistance électrique pour prévenir les enrayages pendant les manœuvres à haute G. Les canons étaient chauffés électriquement pour prévenir le gel en altitude. Chaque canon avait son propre mécanisme d'armement et pouvait être synchronisé individuellement. La convergence était ajustable de 140 à 370 mètres, permettant aux pilotes d'optimiser pour leur distance d'engagement préférée. Même après la guerre, certains vétérans allemands maintinrent que le P-47 avait gagné par la quantité, pas la qualité, que les chasseurs allemands étaient techniquement supérieurs, mais submergés par le nombre. Les registres de combat racontent une histoire différente. Dans les engagements où les nombres étaient égaux, les P-47 prévalaient systématiquement. L'armement de mitrailleuses lourdes, rejeté comme inférieur au canon, s'avéra plus efficace en combat réel. L'analyse des films de caméras de canon révéla pourquoi les obus de canon, bien que individuellement plus destructeurs, nécessitaient une visée précise et avaient des munitions limitées, typiquement 120 à 200 obus au total. Les armes du P-47 créaient un nuage de probabilité de balles qui garantissait des impacts même avec une visée imparfaite. Aux distances d'engagement typiques, une rafale de 2 secondes plaçait au moins 20 projectiles dans une cible de la taille d'un chasseur, assez pour assurer la destruction. Les munitions elles-mêmes étaient supérieures. Les balles américaines de calibre 50 incendiaires perforantes utilisaient une fusée à action retardée qui assurait la pénétration avant la détonation. Le composé incendiaire brûlait à 1650 degrés Celsius, assez chaud pour enflammer la structure en aluminium. Les obus allemands de 20 mm, bien que plus lourds, explosaient souvent au contact de la surface, causant des dommages spectaculaires mais parfois superficiels. Le P-47 Thunderbolt reste le chasseur à moteur à piston le plus lourd jamais produit en série. Son poids à vide de 4500 kg dépassait le poids total de certains chasseurs bimoteurs. Son moteur produisait plus de puissance que des formations entières de bombardiers de la guerre précédente. Ses armes délivraient plus de puissance de feu qu'une escouade d'infanterie. Pourtant, il était construit par milliers, piloté par des gamins à peine sortis du lycée et maintenu dans des conditions de combat par des mécaniciens qui apprenaient leur métier en semaines. La transformation de l'opinion allemande de la moquerie à la terreur prit moins de 2 ans. Durant ce temps,
la bouteille de lait volante devint l'avion le plus redouté dans l'expérience de la Luftwaffe. Des vétérans qui avaient affronté des Spitfire, des Hurricane et des Yak soviétiques sans broncher parlaient des P-47 à voix basse des décennies après la guerre. Au musée de l'United States Air Force à Dayton, Ohio, un P-47D restauré se tient parmi d'autres chasseurs légendaires. Son panneau liste les spécifications et les honneurs de bataille, mais la véritable histoire est racontée par une petite vitrine contenant des douilles de calibre 50 usagées et une bande de films de caméras de canon montrant un Focke-Wulf 190 se désintégrant sous le feu. En dessous de la vitrine se trouve une citation d'un pilote allemand non nommé tiré d'un rapport d'interrogation de 1945. « Nous avons ri quand nous les avons vus pour la première fois. Des chasseurs américains gros, laids, qui ne pouvaient pas tourner, ne pouvaient pas monter, ne pouvaient pas combattre. Nous avons arrêté de rire quand nous avons réalisé qu'ils n'avaient pas besoin de tourner ou de monter. Ils pointaient simplement ses canons vers vous et vous cessiez d'exister. Le rire est mort avec nos camarades. » Le P-47. Thunderbolt entra en combat comme un objet de dérision et termina la guerre comme un instrument d'anéantissement. Entre les deux, 8 mitrailleuses Browning synchronisées réécrivirent les règles de la guerre aérienne et enterrèrent la Luftwaffe sous une avalanche de plomb. Les pilotes allemands avaient ri du chasseur américain disgracieux en avril 1943. En mai 1945, il ne restait plus de pilotes allemands pour rire. Le tonnerre avait parlé et le ciel appartenait à l'Amérique.